Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire que nous organisons avec Homunity Patrimoine autour des SCPI. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous nous entendez bien et si la qualité de l'image est bonne. Merci à chaque fois d'être extrêmement nombreux. Je vois que vous êtes déjà plus de 200 en train de visionner ce webinaire et on a eu plus de 1000 inscriptions. Donc, on est extrêmement heureux à chaque fois de vous retrouver et de faire des petits points d'actualité sur les différentes offres qu'on a au sein de homunity.com. La thématique d'aujourd'hui sera de parler des SCPI et notamment 2020-2021. Comme d'habitude, vous pourrez revoir ce webinaire après la diffusion. La manière de fonctionner, il y a une partie de chat où vous pouvez discuter entre vous, donc n'hésitez pas. Et il y a la partie questions. N'hésitez pas à poser votre question dans cet onglet qui se situe juste à droite de l'onglet chat, ce qui va nous permettre en fait de les prendre en compte et d'y répondre à la fin. On sera sur 20 à 25 minutes de présentation. Il y a Dimitri Douzou qui gère toute la partie Homunity Patrimoine pour les SCPI qui nous rejoindra en cours de route pour présenter une partie des slides. Et ensuite, donc au bout de 20, vers 17h25, on fera une longue partie questions-réponses jusqu'à 18h comme d'habitude pour essayer de vous éclairer. Je vais partager donc du coup mon écran que vous devez voir apparaître. Super. Faut-il investir dans les SCPI en 2021? Tel est le thème d'aujourd'hui. Avant de parler de 2021, ça va être intéressant maintenant qu'on a vraiment du recul sur tout ce qui s'est passé en 2020, de vous présenter les chiffres, notre analyse et nos points de vue. Ensuite, on parlera des perspectives 2021. On n'a pas la prétention d'avoir la bonne boule de cristal, mais en tout cas, pour travailler à longueur de journée dans le secteur de l'immobilier et des investissements, on pourra vous donner en tout cas notre point de vue et un éclairage. Est-ce le bon moment ou non d'investir? Si oui, dans quel type de SCPI, etc. On va en parler. Ensuite, on vous en dira un peu plus sur les SCPI qu'on a sélectionnés au sein d'Homunity Patrimoine. Ce n'est pas exhaustif, c'est un parti pris que nous avons fait. Et enfin, les différents types de modes d'investissement. Est-ce qu'il est pertinent de s'endetter ou pas pour investir dans une SCPI? Est-ce qu'il faut faire ça entre guillemets en cash? Vous expliquez aussi quelle est la différence entre un démembrement ou un investissement classique dans les SCPI. Petit rappel, c'est toujours un peu délicat de faire ce rappel-là, mais je ne sais pas si tout le monde est très familier avec les SCPI. Donc, qu'est-ce que veut dire l'acronyme SCPI? C'est Société Civile de Placement Immobilier. Et donc, le but, c'est de permettre à des particuliers ou des sociétés, donc des particuliers comme vous et moi, ou des sociétés d'investir dans l'immobilier avec un faible montant. Pas besoin d'aller investir tout seul dans un appartement pour faire de l'investissement locatif. Là, vous allez être propriétaire donc d'un ensemble d'immeubles. Vous allez donc ça peut être des commerces, des bureaux, des parkings, de la santé, des centres logistiques, etc. Vous faites cet investissement pas du tout pour vivre dedans, ça ne veut pas pour sa résidence principale, c'est vraiment une volonté d'investissement locatif. Et donc, vous allez détenir des parts de SCPI. Ces SCPI, c'est très diversifié. Donc, quand vous achetez des parts de SCPI, la société civile de placement en immobilier en tant que telle va détenir plein d'actifs différents. Et vous allez toucher un pourcentage des loyers de manière mensuelle, trimestrielle, semestrielle, etc. L'avantage pour vous, il y a un certain nombre d'avantages et il y a bien évidemment des inconvénients, c'est que vous avez accès à un investissement qui est clé en main, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller visiter les actifs. Vous avez accès à de la diversification. Au lieu d'acheter un bien immobilier tout seul, si jamais le locataire part du jour au lendemain, là, l'avantage, c'est que vous avez une multitude d'immeubles différents et donc la probabilité que 100% des locataires partent en même temps est quasiment nulle, voire infime. Je dirais pas impossible, il y a toujours le risque théorique qui peut exister, le risque pratique est vraiment non existant quasiment dans ce genre de situation. Et enfin, d'avoir accès à des actifs qui sont gérés, sélectionnés par des professionnels de l'immobilier. C'est eux qui vont viser les actifs dans lesquels investir, qui vont les gérer, qui vont percevoir les loyers, qui vont procéder au recouvrement si les locataires ne payent pas leur loyer. Et donc, vous allez toucher un pourcentage des loyers en fonction de votre investissement. Si je simplifie, si vous détenez 10% d'une SCPI, ce qui sera un volume extrêmement important parce que généralement, les SCPI, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, voire centaines de millions d'euros, voire des milliards pour certaines, vous toucheriez tout simplement 10% des loyers à chaque fois.
le bilan de 2020. Commençons par la collecte, voir ce qui a été collecté auprès des particuliers ou des professionnels qui ont investi dans les SCPI. Vous voyez que donc depuis une quinzaine d'années, la collecte a accéléré. La collecte en 2020 a été en baisse par rapport à l'année 2019. C'est dû à plusieurs facteurs. Bien évidemment, la crise du Covid a eu son rôle. Deuxième sujet, c'est la digitalisation de certaines SCPI qui ne sont pas possibles d'y avoir accès en ligne. Donc, lorsque nous étions tous confinés, il était beaucoup plus dur de pouvoir y souscrire. Et donc, ça explique le ralentissement assez conséquent que vous voyez. Donc, en bleu clair, le 0,9, ça correspond au deuxième trimestre de l'année 2020 où nous étions tous confinés. Et bien évidemment, la collecte a largement ralenti. Le troisième trimestre était assez faible et c'est bien reparti en fin d'année. Il faut quand même constater, donc du coup, l'année 2020, on a eu une collecte de 5,9 milliards d'euros, ce qui est extrêmement conséquent. Ça reste l'une des meilleures années sur les 10 dernières années. C'est plus faible que les 8,5 milliards qui ont été collectés en 2019. Mais donc, d'un point de vue collecte, ça reste une année extrêmement positive pour le monde de la SCPI, malgré le contexte qui aurait pu laisser penser à un effondrement de la collecte. Les quelques chiffres, donc je vous les disais, donc 5,9 milliards, c'est sur le graphique, c'est un arrondi, on est aux alentours des 6 milliards plus précisément. Ça reste une très très belle année. La performance qui a été distribuée, on est aux alentours des 5,3%. Cette performance, c'est le rendement des SCPI de manière générale, plus la revalorisation des parts. Donc, pareil, ceux qui prédisaient un effondrement du versement de ces loyers et de la valorisation de l'immobilier en France se sont trompés. Force est de constater que le rendement versé est vraiment au rendez-vous. La capitalisation, donc c'est le parc de l'ensemble des SCPI. C'est quelque chose de très français, les SCPI. Donc, on est vraiment situé sur la France quand on parle de ces chiffres. On est aux alentours des 71 milliards. Donc, pareil, ça commence à être colossal, mais j'ai envie de dire la profondeur de marché de l'immobilier français est assez hallucinante, donc rien d'étonnant. Et le taux de recouvrement, c'est les loyers, en fait. Donc, 93%, c'est le taux de recouvrement. 7%, c'est les loyers qui n'ont pas encore été recouvrés. Donc, soit ça veut dire qu'en 2020, ils n'étaient pas totalement recouvrés, ça dépasse sur 2021, ou c'est tout simplement des sociétés qui ont fait faillite ou qui n'ont pas payé leur loyer. On voit, c'est rien de particulièrement inquiétant. En 2019, c'était 95% le taux de recouvrement. Assez intéressant quand même de voir dans le contexte actuel, grâce notamment à des aides d'État, mais pas que, à la situation économique des acteurs, que ce marché ne s'est pas du tout effondré et que les locataires, ont payé aux propriétaires, les SCPI, les loyers qu'elles devaient. Les quelques points positifs, donc pour les mettre en avant, c'est vraiment un marché qui a bien résisté à la crise du Covid, le rendement qui reste toujours attractif, donc au-dessus des 4% net de frais de gestion, dans un marché de taux bas où il est difficile de trouver du rendement, c'est quand même non négligeable. Un faible taux de rotation d'épargne, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu énormément d'épargnants qui ont voulu sortir du jour au lendemain de ces SCPI, et donc il n'y a pas eu une rotation bien plus importante que les autres années. La valeur départ, c'est chaque année, il y a une revalorisation et parfois des fréquences plus régulières du parc immobilier dans lequel a investi la SCPI. Donc on voit, on est aux alentours des 1%, donc les prix de l'immobilier ne se sont pas effondrés non plus. La valorisation de ces parts a été en hausse, encore une fois, pour l'année 2020, ce qui est plutôt un signal assez fort envoyé par le marché. Et phénomène assez intéressant, c'est qu'il y a des développements de SCPI à thématiques qui ont vu le jour, encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire, dans le sens où il y a des SCPI à thématiques, par exemple, logistiques qui sont développées, à thématiques santé, à thématiques logement, et c'est pertinent dans le contexte dans lequel nous sommes. Encore une fois, et on va en parler, il ne faut surtout pas raisonner à court terme sur ce type d'investissement, c'est plutôt un investissement moyen-long terme. On va parler des perspectives du marché pour 2021. On s'engage d'ores et déjà à faire ce même webinaire dans 5 à 6 mois pour voir comment le marché a évolué. Il faut être extrêmement attentif dans le contexte dans lequel on est.
et surveiller, entre guillemets, quotidiennement les choix ou les arbitrages qui sont faits. La première chose dans le contexte 2021, on l'a vu en 2020, le marché de l'immobilier ne s'est pas effondré, les prix ont continué de grimper de manière générale. On est sur la même tendance en 2021, c'est pas parti pour ralentir. Le marché est toujours dynamique, il y a énormément d'opportunités et il faut surtout pas raisonner à court terme, de se demander si à court terme va y avoir des hausses ou des baisses. On est plutôt sur un investissement long terme, ce qui est très différent d'autres produits qui sont proposés sur Homunity.com. Je pense notamment au crowdfunding immobilier. Si on est sur du court terme, là, on est sur du moyen-long terme. Donc, c'est un horizon où il faut réfléchir à plus de 8 ans. Petite réflexion que je souhaitais partager avec vous, c'est cette partie dans les années 2000. On parlait beaucoup du e-commerce, de l'apparition de tous ces sites Internet qui permettaient de faire son shopping en ligne. Et certains disaient que c'était la fin du commerce. Très honnêtement, ils se sont largement trompés. On peut le voir aujourd'hui avec les boutiques qui sont toujours plus nombreuses dans nos rues, les centres commerciaux qui ont toujours leur place, les galeries Lafayette qui sont toujours présentes dans nos centres-villes. Pour moi, ça serait un peu le même raisonnement de se dire e-commerce égale fin du commerce. La réponse est non, clairement. Est-ce que le télétravail, c'est la fin des bureaux? Non, clairement non. Déjà, tout le monde ne peut pas faire du télétravail. Deuxièmement, les effets à moyen ou long terme sur l'état psychologique des différents collaborateurs, ça peut amener à réfléchir. Et je vais prendre un exemple très simple qui va être celui, par exemple, de la société et du groupe de Homunity.com, donc la société Homunity et Homunity Patrimoine, qui respectivement ont agrandi leur bureau et leur surface de travail pour justement demain pouvoir mieux accueillir les collaborateurs, travailler dans des espaces plus grands, peut-être revoir la manière d'utiliser les bureaux. Mais pour, par exemple, si on parle que des bureaux, c'est quelque chose qui, à moyen-long terme, ça va être certes changé, mais ils ne sont pas du tout amenés à disparaître d'après nos analyses. Pareil pour j'ai envie de dire, les restaurateurs qui louent leurs restaurants ou les commerces. On voit qu'il y a eu un effet rattrapage en 2020. 2021, on a le sentiment que ça sera la même chose le jour où ces confinements vont se terminer, où tout n'est pas noir. Et on a tendance à croire aussi que demain sera certes un peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais il va y avoir encore nos habitudes de consommation qui vont revenir au galop et ces commerces qu'on peut voir dans nos rues vont à nouveau se remplir. Et pareil, je pense il n'y a pas forcément de cannibalisation. C'est les modes hybrides entre le télétravail et le travail présentiel est pertinent. Entre livraison à domicile de restauration et aller au restaurant aussi, je pense qu'on est tous, vous êtes là 293 à être connectés derrière vos ordinateurs. Je pense qu'on sera ravis de continuer à aller dans des restaurants demain et dans des commerces et ça fait partie des stratégies d'investissement des SCPI. Elles sont extrêmement diversifiées. Donc ça, c'est intéressant. Il y en a qui font aussi de la logistique dans leur stratégie de diversification. Sont des choses qui ont de l'avenir pour demain et on le regarde. Un élément extrêmement positif, et ensuite Dimitri qui nous a rejoint prendra la main là-dessus, les taux actuellement bancaires et auxquels peuvent s'endetter les SCPI ou les particuliers pour investir sont assez bas. Donc, ça représente des belles opportunités pour ceux qui souhaitent se positionner. Et il y a encore plein de choses, et on va rentrer dans le détail de sujets de SCPI qui sont à faire pour 2021. Et on va parler justement des bonnes entrées qui nous semblent pertinentes pour le moment. Je te remercie Quentin. Donc bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le responsable du pôle SCPI et je vais vous présenter, suite à la présentation de Quentin, les SCPI que nous proposons aujourd'hui. Donc la première par laquelle je vais commencer, la SCPI Fair Invest, dont la société de gestion est Norma Capital. Très clairement, cette SCPI a un positionnement, ce qu'on appelle thématique, puisque c'est une SCPI qui détient à 44% des actifs de santé et qui bénéficie d'ailleurs depuis peu et qui a été une des premières à obtenir cette labellisation, la titrisation ISR, donc l'investissement socialement responsable. C'est, comme je vous le disais, c'est vraiment un fonds destiné à des investisseurs qui ont une forte conviction à la fois sur l'immobilier de santé, mais également sur des thématiques environnementales, que ce soit sur la gestion, par exemple, des énergies, mais également des déchets engendrés par le bâtiment, si vous voulez. En matière de
sectorisation et de géolocalisation. On a un patrimoine qui est à peu près réparti de façon équitable entre la région Île-de-France et le reste du territoire, comme je le disais, avec une majorité d'actifs de santé. Et on est sur un niveau de distribution, c'est assez intéressant pour le mettre en avant, de 4,51, puisqu'en 2019, la performance était de 4,35. La seconde SCPI que je voulais vous présenter, la SCPI Vendôme Région, qui fait d'ailleurs pour la petite anecdote, partie du même groupe que Fair-Invest, donc qui fait partie de la société de gestion Norma Capital. La SCPI Vendôme Région, comme son nom l'indique, est une SCPI d'investissement immobilier d'entreprise principalement investie en région, dont la performance moyenne a été de quasiment 6% sur les 6 dernières années. Donc, on a vraiment une performance extrêmement stable, extrêmement linéaire sur un fonds aujourd'hui qui compte maintenant à peu près une petite centaine d'actifs et qui a aujourd'hui une capitalisation de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, ici, clairement, je m'adresse du coup, parmi les 295 auditeurs que vous êtes, à des profils d'investisseurs qui seraient davantage en quête de performance. Pour rappel, ici, la performance moyenne est d'à peu près 6%. Le troisième fonds que je voulais évoquer avec vous est la SCPI Activimo, donc que vous voyez au milieu de votre écran. La SCPI Activimo, et en quelques mots, c'est ce qu'on appelle un pure player de logistique. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous m'ont déjà posé beaucoup de questions sur ce fonds-là, y ont même déjà d'ailleurs souscrit. C'est une SCPI qui a un positionnement assez clair dans la mesure où elle vise l'acquisition pure et simple d'immobilier de logistique. Quentin en parlait tout à l'heure avec le sujet notamment du e-commerce. Le e-commerce a besoin d'avoir des entrepôts de stockage, mais également de distribution par rapport justement à ce qu'on appelle aujourd'hui sous la dénomination click and collect, qui est également, comme le disait Quentin, quelque chose d'assez nouveau et qui a pris son essor de façon encore plus exponentielle depuis ce contexte qu'on connaît malheureusement depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc ici, Activimo, on parlera donc très concrètement d'une SCPI thématique de logistique. Le rendement visé chaque année de ce fonds-là, qui, je vous le rappelle, n'est pas garanti, mais qui est le fil rouge de la SCPI, est de minimum 6%, avec une première année pleine de distribution en 2020 qui a permis une performance de 6,05% et des derniers actifs achetés au cours de ce premier trimestre dans ce qu'on appelle en off-market, entre 7 et 11%, avec notamment un très beau portefeuille d'actifs du groupe La Poste, avec une performance brute annuelle de 11,2 points. Enfin, pour terminer, je vais parler des SCPI de la société de gestion les SCPI, excusez-moi, de la société de gestion Sofidy, que sont Immorent et Efimo. Ce sont des SCPI qui, par rapport aux 3 SCPI que je viens d'évoquer, ont un positionnement différent. Déjà, d'une part, ce sont des grosses capitalisations. C'est-à-dire que, pour parler chiffres, Efimo, c'est 1,5 milliard d'euros, Immorent, 3 milliards et demi. Comme le rappelait Quentin tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un marché avec une importante profondeur de 70 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'Immorent, pour vous rendre compte, à elle seule, constitue à peu près 5% de la capitalisation globale du marché. En matière de positionnement, là aussi, le sujet est assez simple. Efimo a un positionnement clairement d'immobilier d'entreprise uniquement sur la région Île-de-France, et j'irai même plus loin que cela, puisque je parle ici du 8e, du 7e, ce qu'on appelle le quartier central des affaires, ainsi que les villes de Neuilly et de la Défense, pour les quartiers d'affaires et les quartiers résidentiels très prisés, notamment par les sociétés mondiales, voire européennes. Et pour finir, on a un rendement de 4,8% sur ce fonds-là. Ça me permet donc de faire le parallèle avec Immorent, qui est également un produit vraiment de classe plutôt défensif, plutôt patrimonial. Immorent, c'est simple. C'est, comme je le disais tout à l'heure, 3 milliards et demi d'euros de capitalisation. C'est une performance légèrement supérieure au marché, à peu près à 4,5%. C'est quasiment 1 millier d'actifs sous gestion, des milliers et des milliers d'associés. C'est clairement un produit tout-terrain. Vous investissez aujourd'hui en 2021.
vous ne vous souciez pas de ce fonds-là, par exemple, pendant 15 ou 20 ans, les rendements seront distribués et surtout, on aura une revalorisation, donc sur la base moyenne d'une revalorisation de 1%. Et enfin, je voulais terminer cette slide par un dernier chiffre qui est juste en haut, c'est que l'ensemble du marché a distribué en 2020, bien que le contexte, une performance moyenne de 5,3%, quand les SCPI que nous auditons, pour rappel en interne, ont permis un taux de performance global de 5,57%. Voilà, merci Quentin. Donc, je vais à présent vous présenter les différents modes d'investissement en SCPI, puisque c'est vrai que depuis que le pôle SCPI a été lancé depuis l'année dernière, il a été fait un constat simple, c'est que voilà, aujourd'hui l'investissement au comptant, et on va commencer par là, est forcément connu du grand public. Et c'est vrai que la SCPI a cette caractéristique, cet avantage également de pouvoir être accessible par la voie du crédit, mais également sur un sujet de démembrement qu'on va développer dans quelques instants. Donc l'investissement au comptant, bon, je pense ne pas vous apprendre grand-chose à ce niveau-là, mais c'est toujours utile de refaire un point d'étape. Ça vous permet donc de percevoir un revenu complémentaire et de se constituer un patrimoine. En effet, ça dynamise votre épargne avec un rendement qui est régulier et supérieur au livret classique. En effet, je le rappelle, l'assurance vie va en moyenne sur les typologies type fonds euro distribués aux alentours de 0,75, voire peut-être 1% pour les fonds les plus performants, quand les livrets plus classiques vont distribuer moins de 1%. Je pense ici au livret A et au livret de développement durable, plus connu sous le nom de LDD. Donc, l'exemple que j'ai voulu mettre en avant, c'est un investissement bon, assez classique de 100 000 euros. Donc, ici, sur une base de rendement de 5,1%, donc qui est vraiment le taux de rendement des SCPI d'Omunity Patrimoine, ce qui vous fait, vous l'aurez compris, 5 100 euros de revenus annuels net de frais de gestion, puisque les taux de rendement, pour rappel, s'entendent toujours net de frais de gestion, et cela avant impôt, bien évidemment, puisque l'impôt étant impacté, prélevé dans les mains de chacun des associés. Voilà, merci Quentin. Donc, pour cette seconde slide, voilà, je voulais vous présenter le sujet de l'investissement à crédit. Alors, le sujet du crédit, aujourd'hui, pour dresser le tableau, et j'ai vu un d'entre vous qui a posé des questions sur les offres qu'on référençait, comme on dit, je vais le teaser très très rapidement, on y répondra avec Quentin plus rapidement tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons à peu près une quinzaine d'offres de financement, je le précise aux 304 personnes qui nous écoutent, qui financent aussi bien des résidents fiscaux français, je le précise, qu'ils soient locataires ou propriétaires, mais également des personnes morales, quasiment suivant tout type de montage de société, donc les sociétés, et également les expatriés, où que vous soyez dans le monde, à l'exception des US personnes, qui sont des cas assez atypiques de financement et que nous ne finançons pas, ni même d'ailleurs aucun de nos concurrents, je le précise par ailleurs. Donc concrètement, qu'est-ce que permet l'investissement à crédit? Il permet déjà d'une part de bénéficier de l'effet de levier du crédit dans un environnement, excusez-moi, de taux bas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle sous la dénomination effet de levier du crédit, en somme, c'est une notion très simple, c'est que tous les frais inhérents à la mise en place du crédit, par exemple dans l'exemple, et je vais venir dans un instant, de 2%, est une charge à 100% déductible des revenus fonciers. C'est-à-dire qu'en somme, le taux d'emprunt, pour aller plus loin dans mon exemple, qu'il soit par exemple de 0,5 ou de 5%, ne doit pas constituer une barrière à l'investissement à crédit, puisqu'il est encore une fois à 100% déductible des revenus fonciers. Néanmoins, dans le cadre, par exemple, d'achat d'une résidence principale, il est important, puisque non déductible, puisque pas de revenus fonciers perçus. Enfin, le second point qui permet de se constituer un patrimoine immobilier à terme, effectivement, c'est logique, puisqu'on fait appel à l'épargne, enfin, ou du moins au fonds de trésorerie disponibles par les banques et assurances qui permettent à chacun d'entre nous de réaliser ce type d'investissement. Donc, l'exemple que j'ai pris est assez rudimentaire. Certains d'entre vous me le feront sûrement remarquer. Mais concrètement, ici, l'exemple qu'on vous propose, c'est sur une base de 100 000 euros, sur une durée de crédit de 20 ans, à un taux de 2%, ça représenterait un effort
mensuel moyen, donc lissé sur les 12 mois des 20 années, de 216 euros. Et cela net d'impôts. Je le précise avant de passer au cas du démembrement. L'exemple ici, pour bien calibrer la chose qui est prise, c'est que l'ATMI qui a été utilisée dans cet exemple, donc la tranche d'imposition, est celle de 30%. Ça représente une très large majorité d'entre vous, probablement. Pour terminer, merci Quentin, je vais vous parler de l'exemple du démembrement. Alors le démembrement, pour finir, et après on va passer aux phases de questions-réponses avec vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui permet en somme d'acheter des valeurs de parts à un prix décoté en contrepartie d'une démultiplication des revenus à terme. Pourquoi? Puisque pour un même montant investi, vous allez acheter plus de parts, puisque chaque part a un prix unitaire moins important. Si vous avez plus de parts, vous avez plus de revenus, puisque chaque part génère un revenu. Excusez-moi. C'est-à-dire que concrètement, on a également ici un objectif de transmission du patrimoine et de préparation de la retraite. Donc, c'est en général un dispositif bien connu de ces profils d'investisseurs. On a également, puisque aucun revenu et que l'IFI, que la valeur IFI du patrimoine est déclarée par l'usufruitier, aucun alourdissement de la fiscalité, donc ni au titre de l'impôt sur le revenu, ni au titre de l'impôt sur la fortune immobilière. Je fais une très brève aparté pour les sociétés qui nous écoutent. Le démembrement permet, en termes de prise d'usufruit pour une société, de permettre une rentabilité de la trésorerie, c'est-à-dire des fonds dont vous disposez, dans la mesure où, à la différence du compte à terme, par exemple, il est davantage rémunérateur. Je le rappelle, nous offrons des performances entre 4,5 et 6,1% sur nos fonds. Et pour terminer, le montant investi pour les sociétés est une charge à 100% déductible du compte de résultat pendant la durée du démembrement. Je termine brièvement. Vous investissez 100 000 euros en société sur 10 ans, vous pouvez amortir 10 000 tous les ans, et cela pendant 10 ans. J'en reviens au cas des investisseurs particuliers. C'est ce que je disais, on a également une décote immédiate du prix d'achat et les revenus sont démultipliés au terme. C'est ce qu'on retrouve effectivement dans l'exemple juste en dessous, puisque pour 100 000 euros de démembrement sur 10 ans, donc la fameuse nue propriété, on a en moyenne une décote de 33%, c'est-à-dire qu'à l'issue des 10 ans et un jour, vous vous retrouvez propriétaire d'un patrimoine ayant pris une revalorisation, on va le dire ainsi, de 33%, donc de 133 000 euros. Ces 133 000 euros vont générer plus 25% dans mes calculs de revenus pour vous délivrer un rendement annuel net de 6 800 euros versus 5 100 euros. C'est ce que nous avons vu sur la partie investir au comptant. Voilà pour moi. Un grand merci Dimitri pour ces explications très intéressantes et on en apprend à chaque fois un peu plus et je vois que vous êtes assez satisfait dans le chat. Il y a beaucoup de questions qui nous ont été posées, donc on va prendre quelques minutes, enfin au moins une vingtaine de minutes afin d'en faire le tour. N'hésitez pas, donc il y a l'onglet chat où vous pouvez discuter entre vous, mais surtout l'onglet questions, posez vos questions pour qu'on en traite un maximum. Si jamais tout n'est pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse qui figure ici, donc pierre@omnitypatrimoine.fr. Vous pouvez également nous joindre par téléphone sans aucun problème. Le téléphone figure sur notre site internet. Et donc, la première question que je vois, c'est: est-on obligé d'investir au minimum 8 ans? La réponse est non. Donc, vous pouvez investir sur une durée plus courte, mais pour autant, ça ne serait pas un investissement pertinent du fait qu'il y a des frais qui sont payés lorsqu'on entre dans une SCPI. À l'entrée ou à la sortie, ça Dimitri pourra revenir, mais ce n'est pas vraiment l'objet de cette question. C'est vraiment, il faut voir l'investissement dans une SCPI comme un placement moyen ou long terme. Et donc, afin que ça soit un investissement pertinent, nous vous invitons vraiment à avoir comme horizon au moins 8 ans. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête et on est sur une stratégie moyen-long terme. Une autre question et ensuite, Dimitri, je te laisserai faire un point sur la fiscalité. Juste après, quelle est la fiscalité pour les particuliers quand un particulier investit? Quelqu'un nous posait sur la question sur les expatriés. Peuvent-ils investir ou pas? La réponse est oui dans l'immense majorité des cas. Ça va dépendre aussi du pays dans lequel vous vous situez.
Et on peut vous accompagner sur la partie financement. Oui, on a également des courtiers qui peuvent vous accompagner, donc ce n'est pas un problème, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets-là. Vous étiez nombreux à nous parler de la fiscalité du coup. On voit que vous avez des niveaux de connaissances différents, mais c'est intéressant vraiment de revenir sur ces notions assez basiques. Est-ce que Dimitri, tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait, Quentin. Écoutez, la question fiscale, en somme, est assez simple et je vais prendre le temps d'expliquer les deux cas de figure. Je parle notamment des non-résidents et des résidents fiscaux français. La fiscalité est très différente de celle des valeurs mobilières que beaucoup d'entre vous connaissent sur le sujet du financement participatif, mais également, par exemple, sur tout ce qui est revenu de produits boursiers, pour ne citer que. Où ici, c'est la fameuse flat tax, donc de 30% qui s'applique. Sur la partie SCPI, mais également sur la question immobilière au sens large, la fiscalité est celle des revenus immobiliers. C'est-à-dire que concrètement, vous avez votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux qui sont les mêmes que sur la flat tax à 17,2%. Sur la TMI, qui est en somme la tranche d'impôt sur le revenu, ce sont les fameux seuils de 0, 11, 30, 41, 45%. Deuxième élément de réponse pour vous répondre, le sujet des expatriés. On a en fait, depuis l'arrivée du président Macron, donc il y a maintenant à peu près 4 années, un nouveau cadre fiscal pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire que jusqu'à 28 000 euros de revenus fonciers, vous êtes imposé sur un taux neutre où que vous soyez dans le monde, je le précise, à 20%. Pour tout revenu supérieur à ces 28 000 euros, mais ce qui représente déjà une somme relativement conséquente de revenus fonciers, vous avez un taux d'imposition neutre de 30%. Donc pour les Français, entre guillemets, c'est tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Pour les expatriés jusqu'à 28 000 euros, c'est 20% d'imposition uniquement, je le précise. Et pour ceux qui ont plus de 28 000 euros de revenus fonciers, c'est 30%. La question, et je terminerai là-dessus, des prélèvements sociaux pour les expatriés est plutôt afférente au type de SCPI choisi. Donc, on sera vraiment sur du cas par cas sur cette question-là. Merci Dimitri. On parlera ensuite de la liquidité justement des SCPI, de savoir si vous investissez dans une SCPI, à quel point vous pouvez sortir facilement ou non de cette dernière, et notamment sur le fait, il n'y a pas d'obligation de rester au moins 8 ans, mais c'est un choix pertinent, mais on vous répondra sur la liquidité. Juste avant, une personne nous posait la question, quel était l'intérêt d'investir à travers la plateforme homunity.com ou d'aller directement voir une SCPI ou son banquier. Notre volonté, en tout cas de manière globale sur homunity.com, c'est que vous ayez un seul même espace personnel où vous pouvez retrouver différents types d'investissements. Donc sur homunity.com, il y a du crowdfunding immobilier qui est géré par la société Homunity, et il y a d'autres types de produits qui est géré par la société Homunity Patrimoine, qui sont la SCPI et la vente de l'eau neuve pour défiscaliser. Donc nous, ce qu'on voit, c'est vraiment de se dire, à un même endroit, vous pouvez vous constituer votre portefeuille immobilier de manière diversifiée, et c'est surtout le service qu'on vous apporte, c'est-à-dire qu'on va analyser votre situation, discuter, échanger avec vous de quelles sont vos convictions, quels sont, nous, ce qu'on a vu en tant que professionnels de l'immobilier pour s'intéresser au sujet à longueur de journée. Et selon le type d'investissement que vous voulez faire, on va pouvoir vous conseiller. Est-ce que c'est en cash ou est-ce que c'est avec effet de levier à crédit ou est-ce que c'est en démembrement? Et on va aller plus loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous accompagner et faire en sorte de vous trouver le bon crédit au bon taux, sur la bonne durée, etc. Donc, on va faire toutes ces simulations et ça, c'est fait de manière totalement gratuite parce que ce qui est rémunéré au Homunity Patrimoine, ce sont justement une partie des frais d'entrée, enfin des frais que font payer les SCPI aux investisseurs qui nous sont rétribués, mais il n'y a aucunement une surcharge de frais qui vous est imposée lorsque vous investissez à travers Homunity Patrimoine. Donc, nous, c'est vraiment vous fournir un service et vous accompagner dans la durée sur ces investissements immobiliers qui nous animent. Et c'est pour ça que on a voulu créer cette proposition de valeur. Donc, sur la partie liquidité, c'est une excellente question. Dimitri, je te laisse peut-être expliquer comment ça fonctionne et ce qu'il en est. Alors, merci Quentin. Pour la question de la liquidité, le sujet est assez simple. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire de parts de SCPI,
vous avez un titre de propriété. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'obligation, comme Quentin d'ailleurs l'a répété tout à l'heure une deuxième fois, vous n'avez pas d'obligation de revendre vos parts à 8 ans et vous n'avez pas non plus d'obligation de conserver vos parts jusqu'à 8 ans. En fait, le sujet de la liquidité est permis et est envisageable, si je puis dire, à partir du moment où les frais sont compensés par la revalorisation du prix de part. Et c'est là tout l'intérêt du mécanisme de la SCPI. C'est-à-dire que lorsque ce seuil est atteint, voire dépassé, vous pouvez de façon partielle ou totale nous recontacter. Donc le pôle SCPI chez Omiti Patrimoine ou pour ceux d'entre vous qui ont mes coordonnées directement, me demander de racheter donc partiellement ou totalement vos parts et d'organiser un ordre de rachat auprès de la SCPI. Concrètement, et pour terminer de répondre, la liquidité est assurée en moyenne dans un délai de 3 semaines à 2 mois. Ça s'explique ni plus ni moins que par la taille de la société de gestion qui gère la SCPI. Merci Dimitri. Il y a une question qui est assez intéressante qui nous demande vaut-il mieux investir avec une SCPI qui est jeune et donc qui commence à investir compte tenu du contexte actuel ou une SCPI ancienne qui a l'air insolide? J'ai envie de dire, c'est au cas par cas et c'est pour ça que nous, sur les 180 SCPI, on en a sélectionné aussi peu. On est allé assez loin dans nos analyses. On prend tout un tas de paramètres très différents en compte. Mais j'ai envie de dire, si vous prenez des SCPI qui sont gérés par la société de gestion Sofidy, par exemple. Cette société de gestion a été créée en 1987. Elle n'est pas en train de traverser sa première crise. Elle en a connu bien d'autres et qui étaient certes très différentes, mais elle en a connu. Et on voit que dans la durée, c'est une SCPI qui performe et qui a les reins solides, qui a un niveau de valorisation élevé et qui gère énormément de lignes différentes. Donc, votre risque, il est extrêmement diffus. Donc, c'est ça qui nous intéresse quand on va sélectionner ces SCPI. A contrario, on va pouvoir prendre des SCPI qui sont plus jeunes, qui nous semblent très pertinentes parce qu'elles n'ont pas encore déployé l'intégralité de leurs fonds, sont en cours de déploiement et qui vont avoir des stratégies qui viennent d'être réactualisées et qui sont très, entre guillemets, tendance. Quand je vois certains d'entre vous, on parle des SCPI santé. Bien évidemment, les SCPI santé sont pertinentes, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas se dire qu'elles sont pertinentes à cause du Covid. Ça sera un raisonnement beaucoup trop court terme. Ça fait déjà 10, 15 ans qu'elles ont leur pertinence. Et elles ont de la pertinence dans la durée. Pareil pour les bureaux ou les commerces. Il ne faut pas se dire que c'est plus pertinent à cause d'une crise qui est, entre guillemets, ponctuelle et dont on ne connaît pas tout encore. Nous verrons bien dans 6 mois si, avec le vaccin, nos modes de vie redeviennent tout de suite comme avant ou au contraire, si ça prend plus de temps. Mais j'ai envie de dire, il faut prendre du recul et toujours avoir en tête que vous projetez sur un horizon long terme. Le minimum qu'on recommande, c'est quand même 8 ans. Mais c'est vraiment une stratégie long terme, comme si vous faisiez de l'investissement locatif à part entière. Quentin, je prends la main si tu me le permets. Il y a une question qui, je pense, mérite une réponse, celle de Monsieur Robert Billy, qui nous pose la question sur le niveau des frais et qui juge qu'ils sont élevés. Là-dessus, la réponse est sans appel. Ils sont élevés par rapport à quoi concrètement? La SCPI étant, et je sais que certains d'entre vous connaissent déjà la réponse puisque j'ai pu échanger avec eux, quand vous investissez dans un appartement ou dans une maison, que ce soit dans du neuf ou de l'ancien, vous avez des frais d'acte notarié et également, pas toujours, donc encore moins dans le neuf, des sujets notamment d'intermédiation. Je parle ici des agents immobiliers. Grosso modo, on arrive à peu près au même niveau de frais si on s'arrête quelques instants sur les chiffres. Et ces chiffres-là, dans la partie SCPI, je le précise à titre de rappel, financent à peu de choses près les mêmes acteurs. C'est-à-dire que les à peu près 10% de frais financent notamment tout ce qui va être la recherche d'actifs, puisque les fonds, peut-être que certains d'entre vous vont investir aujourd'hui ou demain, doivent être judicieusement investis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des professionnels de l'immobilier, des asset managers qui sont là pour détecter des opportunités, mais aussi générer de la plus-value. La plus-value étant in fine la fameuse revalorisation des parts qui seront peut-être les vôtres demain. Et surtout, ça vous permet aussi
d'acquérir du patrimoine qui est acquis lui-même devant des notaires. C'est-à-dire que ces 10% de frais ne sont pas là, si vous voulez, pour pénaliser l'investisseur. Ils sont là pour garantir un achat d'un patrimoine qui soit vraiment de qualité et qui vous permette d'avoir des prises de valeur. Que cela porte sur des actifs, comme l'évoquait Quentin tout à l'heure, de logistique, de santé, voire d'habitation. Ces frais-là sont, à mon sens, justifiés. Après, nous pouvons en discuter. Vous pouvez prendre contact avec nous. Certaines SCPI ont vocation à se revaloriser plus vite que d'autres parce qu'elles sont plus jeunes, parce qu'elles sont mieux investies. Il y a différentes réponses pour autant d'SCPI qu'il y a. C'est pour ça que l'équipe d'audit que nous avons en interne travaille de façon très minutieuse sur la sélection des fonds que nous avons aujourd'hui et que ces fonds-là présentent toutes, dans votre intérêt, une stratégie de revalorisation la plus rapide, justement pour que ces frais de souscription soient rattrapés et dépassés. Je rebondis sur d'autres questions et je vais essayer d'en sélectionner un maximum. Dimitri, on reparlera juste après des performances. Est-ce qu'elles sont affichées en net avant impôt ou après impôt? Je te laisserai rebondir là-dessus. Pour la partie en fait fiscalité, les personnes qui cherchent à réduire leurs impôts, je ne pense pas que la SCPI soit forcément la meilleure stratégie. On n'est pas là-dessus ni positionné sur ce type de SCPI. Il y a une autre offre au sein d'Homunity Patrimoine qu'on développera dans un autre webinaire avec Romain Nodin sur l'acquisition de l'eau neuf à travers le dispositif Pinel qui permet d'économiser jusqu'à un peu plus de 60 000 euros d'impôts. Mais la stratégie d'investissement dans la SCPI n'est pas forcément celle-ci qui est visée pour réduire son niveau d'imposition. Quelque chose, je vais aborder une question qui est très pertinente sur la conjoncture actuelle et la faillite potentielle des entreprises qui arriveront lorsque les aides de l'État s'arrêteront. C'est une excellente question et justement, je pense qu'il est très important de prendre du recul là-dessus. On est dans une phase où aujourd'hui, ce sont des aides de l'État qui permettent et qui ont permis aux sociétés de passer cette crise. On parle notamment des PGE, des prêts garantis d'État. Viendra ensuite une phase de relance où il y aura une politique de relance mise en place par l'État pour aller de l'avant. Et justement, c'est ça qui est très intéressant de regarder et important au niveau des SCPI de se diversifier pour être certain de ne pas être exposé sur des actifs où tous les acteurs vont faire faillite. L'un des bénéfices qu'on a eu aussi, ça faut le voir avec cette crise, c'est qu'il y a beaucoup de baux, donc un bail et des baux commerciaux qui ont été reconduits sur des périodes plus long terme et ce qui donc assure aux SCPI de toucher justement ces loyers dans la durée et ça fait partie des bénéfices de cette crise. Dimitri, je te laisse prendre et je poserai les prochaines questions. Je vais les répertorier, mais donc sur les performances affichées. Excuse-moi, Quentin, sur les performances affichées, est-ce qu'elles sont dans notre présentation de manière générale? Est-ce qu'elles sont nettes de frais, nettes avant impôt, nettes après impôt? Alors, les performances affichées, mais également de façon plus globale sur le marché, s'entendent toujours nettes de frais de gestion. Les frais de gestion, en fait, étant prélevés en amont des rendements, c'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, la SCPI Activimo, donc la fameuse SCPI de logistique, qui affiche un rendement sur 2020 de 6,05%, il s'entend net de frais de gestion. Ces frais de gestion sont donc 1 dollar pour l'investisseur. La performance après du marché était, comme on l'a vu tout à l'heure, de 5,1%, la performance globale, quand celle d'Homunity était de 5,57%. Une autre question, est-il possible d'obtenir un autofinancement avec les SCI proposés, donc c'est-à-dire qu'on a un recours à un crédit? Alors, la réponse est, et pour le coup, je peux facilement répondre à celle-ci. La réponse est oui, c'est possible, mais ça ne tient en somme qu'à un élément, c'est celui de l'apport. Ou alors éventuellement dans certaines particularités de crédit dit in fine, où on a un adossement d'un contrat d'assurance vie avec uniquement du remboursement en termes d'intérêt. Cette opération nécessite, je le dis aux 276 auditeurs, 278 qui sont parmi nous, cette opération est possible, il faut simplement disposer d'un niveau de liquidité au moins équivalent aux 2/5 du projet global. Donc, quand on parle d'un montant de 100 000 euros, il faut au moins être en mesure d'apporter 35 000 à 40 000 euros.
Après, c'est au cas par cas, c'est difficile de donner des généralités, mais c'est à peu près l'idée. Une autre question qui nous est posée, faut-il être propriétaire pour investir dans une SCPI? Alors, le fait d'être propriétaire n'est pas un frein et n'est pas un avantage à l'acquisition des SCPI. Euh, Dans une certaine mesure, ça représente même aussi bien un atout qu'une difficulté. Je m'explique. Parce que l'achat d'une résidence principale va forcément, et c'est logique, pénaliser votre capacité d'endettement, qui, je le rappelle, a été relevé depuis peu, sous réserve de l'application des banques, donc c'est au cas par cas, d'un taux d'endettement maximum de 35%, avec la possibilité de contracter des crédits jusqu'à 27 ans maintenant. Euh, c'est un avantage parce que, à contrario, ça vous donne le droit à davantage d'offres de crédit que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en somme, oui, c'est un avantage parce que ça assure au niveau de la banque une certaine garantie patrimoniale de votre part. Non, et c'est un défaut parce que ça mange, entre guillemets, votre taux d'endettement. Donc, c'est vraiment du cas par cas sur les solutions de crédit. Il y a plein de questions intéressantes. Si jamais on n'a pas le temps de tout y répondre aujourd'hui, n'hésitez surtout pas à nous solliciter, soit à pierre@ominitypatrimoine.fr ou à prendre contact avec nous par téléphone. Une précision, donc Dimitri, sur le démembrement, pourrais-tu un peu spécifier quelle est la durée et que se passe-t-il justement pour l'investisseur qui choisit ce type d'investissement et ce type de placement? Alors, Pour le faire sujet. assez synthétique, il y a pas mal encore de questions, donc de manière assez synthétique, si possible. D'accord. Écoutez, le sujet du démembrement a vocation simplement à se priver des revenus pour pouvoir acheter davantage de parts. Et à l'issue, soit vous revendez le capital et vous récupérez votre gain, qui est la fameuse récupération de l'usufruit, comme on l'a vu tout à l'heure, ou alors vous rentrez ce qu'on appelle en jouissance de vos parts et vous commencez à percevoir des loyers. L'intérêt, c'est que il n'y a pas de fiscalité à l'IR ni à l'IFI. Merci beaucoup, Dimitri, très clair. Concernant l'effort d'épargne qu'il doit être fait sur les SCPI, les simulations, pareil, n'hésitez pas à nous solliciter. On ne pourra pas faire du cas par cas aujourd'hui, ce n'est pas forcément le but, mais n'hésitez pas à nous le dire. On va encore passer 5 minutes ensemble pour répondre aux différentes questions que vous nous posez. Sur les SCPI, donc un point qui est intéressant, est-ce qu'on pourra avoir un ordre d'idée, par exemple, dans quelques-unes des SCPI qu'on a, Dimitri, et qu'on propose, le nombre de lignes ou d'actifs qui sont détenus dans une SCPI, de quel ordre on parle? Quelqu'un nous demande, est-ce que c'est plus 10, 50 ou plus de 100? Ah, ouais, on sera. Alors, forcément, ça dépend de l'ancienneté, de la taille de la capitalisation, c'est-à-dire en somme la valeur de la SCPI. Mais concrètement, pour Quentin répondre à ta question, sur la SCPI avec la taille de capitalisation la moins importante qui est Fair Invest, on parle ici à peu près d'une petite dizaine d'actifs sous gestion. Pour la SCPI la plus grande, donc immorante, de mémoire, on était à 932 actifs au 31 décembre 2020. Donc à 932 actifs, effectivement, on a un risque extrêmement dilué et un patrimoine très bien fourni. Je me permets de rebondir justement sur cette diversification. Nous, c'est quelque chose qu'on prône de manière générale sur Omnity.com, de dire il est impératif de diversifier vos investissements, donc ne pas faire que de l'immobilier. Des stratégies d'assurance vie ont tout à fait leur place. Des stratégies en bourse ont leur place aussi, des stratégies sur plein de sujets différents. Je ne vais pas parler de la crypto-monnaie, c'est pas spécialement notre expertise, dans l'immobilier aussi. Et même au sein de l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est de ne pas faire qu'un type d'immobilier, de ne pas faire que de la SCPI, de ne pas faire que de l'investissement dans l'ancien ou de l'investissement dans le neuf ou du crowdfunding immobilier, mais justement d'avoir le portefeuille immobilier le plus diversifié possible pour un jour, en cas de crise, si jamais il y a un secteur qui se porte moins bien, que vous puissiez être exposé sur divers actifs. Donc, c'est la même chose. Les SCPI qu'on a sélectionnées ne se ressemblent pas toutes. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients. Donc, c'est assez intéressant vraiment d'aller chercher de la diversification à ce niveau-là.
Éventuellement, une dernière question, Dimitri, sur les SCPI. Est-ce que, question assez intéressante, est-ce que il est possible d'investir avec une SCI dans des SCPI, donc avec une personne morale? Est-il intéressant et est-ce possible? Oui, c'est possible tout à fait. C'est-à-dire que la SCPI peut être effectivement un produit détenu par une société. Il n'y a absolument aucune difficulté à cela. J'irai même plus loin, ça peut présenter un intérêt, notamment également sur le sujet du démembrement que j'ai évoqué tout à l'heure, pour la simple acquisition de l'usufruit, c'est-à-dire le sujet de la perception des rendements et de la rémunération de votre trésorerie d'entreprise. Intéressant. Une dernière question qui nous est posée, donc quel montant dois-je investir dans une SCPI? J'ai envie de dire, ça revient un peu à ce qui a pu être dit au préalable dans la diversification. Ça va dépendre comment est constitué votre patrimoine, quelle est vos capacités d'épargne. C'est plein de sujets différents. Je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de temps pour se poser dessus. Et encore une fois, ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, diversifier. Et c'est vraiment nous, c'est l'investisseur qu'on souhaite accompagner. C'est quelqu'un vraiment qui a cette stratégie-là de diversification et de plutôt, entre guillemets, gérer ses investissements en bon père de famille tout en allant chercher du rendement. Dimitri, un immense merci pour cette présentation. Vous êtes encore plus de 270 à être connectés, donc c'est un vrai plaisir de vous voir à chaque fois. N'hésitez surtout pas à nous contacter sur notre adresse mail ou par téléphone ou à venir nous voir dans nos bureaux. Nous sommes basés à Paris et vous êtes toujours les bienvenus. Nous vous tiendrons au courant, bien évidemment, des évolutions des SCPI. Encore une fois, avoir en tête que c'est un investissement à moyen-long terme, que les perspectives et les fondamentaux sont bons de manière générale et que nous sommes confiants. Et ça reste le boulot d'Homunity Patrimoine à chaque fois de sélectionner ces SCPI, de vous accompagner, de faire des simulations pour vous, de vous aider pour cette partie crédit si c'est un sujet pour vous, pour cette partie démembrement aussi. Donc voilà, c'est vraiment l'ADN de notre société et la raison pour laquelle on a créé cette société. Un grand merci donc pour votre présence. À très bientôt et encore une fois, merci Dimitri pour toutes ces explications. Merci Quentin, bonne soirée à tous.